Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Rien ne va plus en Centrafrique où les morts se comptent désormais par dizaines, de Bangassou à Alindao, de Bossangoa à Bokaranga en passant par Kembe. Plusieurs villes de la Centrafrique sont le théâtre d'affrontements sanglants entre groupes rivaux. On les dit issus des Seleka et anti-Balaka. Mais que veulent ces bandes rivales qui ensanglantent la Centrafrique? Qui peut les arrêter? Comment sortir la Centrafrique de la spirale infernale de la violence? Trois Centrafricains avec moi pour en parler. Salomon Kotro, vous êtes ancien député, on vous dit proche plutôt de la majorité. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Monsieur Oro Nendi, Assim Césaire, vous êtes vous membre de l'opposition. Merci à vous également d'avoir accepté. C'est à moi de vous remercier, bien sûr. Notre invitation. Massim Nana, vous êtes le président du mouvement Correct, coordination pour la rupture et la refondation de la Centrafrique, un autre mouvement d'opposition. Merci d'avoir accepté. Bonjour, monsieur Toubé. C'est moi qui vous remercie. Une crise dramatique, une crise oubliée de la communauté internationale. C'est ainsi que qualifie lui-même le secrétaire général des Nations Unies le conflit qui déchire la Centrafrique, désormais à la merci de bandes rivales. Mais que veulent-ils concrètement? Qui peut les arrêter et quelles sont leurs revendications? Éléments de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. En Centrafrique, les anti-Balaka qui représentent les milices d'autodéfense sont toujours opposés aux Seleka musulmans. Ce duel entre deux factions rivales laisse les populations sans défense. Elles sont victimes d'exactions répétées. Tout commence en mars 2012, quand le président François Bozizé est chassé du pouvoir par la coalition rebelle Seleka. Le pays sombre dans une spirale de violence sans précédent. Les rebelles veulent faire entendre leurs revendications, notamment la mise en œuvre des accords de 2008, prévoyant leur intégration et davantage d'investissements au profit des régions du Nord, complètement délaissées par le pouvoir central selon eux. Depuis, une recrudescence des violences dues aux affrontements des milices de part et d'autre menace la sécurité nationale du pays. Une situation d'insécurité qui est devenue un casse-tête non seulement pour les autorités, mais particulièrement pour les populations qui aspirent à la paix afin que la vie économique reprenne. La situation dans le pays, c'est un calme précaire au niveau de Bangui. Mais quand vous sortez de Bangui pour aller dans certaines provinces, pour vous donner une idée, nous avons 16 préfectures. 12 préfectures sont occupées par des forces non conventionnelles, pour ne pas dire des rebelles. Tout est arrêté à cause de ces forces non conventionnelles qui oppressent. Tout le monde doit concourir à se compléter pour qu'on apporte des solutions à cette situation-là. La solution militaire seule ne suffira pas. Il faut que tous acceptent aussi de déposer les armes afin que les Centrafricains puissent se vaquer librement à leurs occupations. Pourtant, le 19 juin 2017, un brin d'espoir naissait enfin pour la Centrafrique avec la signature d'un accord de paix à Rome qui prévoyait un cessez-le-feu immédiat. Cet accord historique pour lutter contre la violence intercommunautaire qui a pourtant été soutenu par les acteurs politiques et par les 14 groupes armés a vite volé en éclats en moins de 24 heures. Le processus de désarmement, le DDR, entre fin mai et juin 2017, quant à lui, n'a malheureusement pas permis une démilitarisation totale des différents groupes. Le retour à la paix semble incertain. Une forte crainte habite les populations centrafricaines de voir leur pays retomber dans les violences ethniques qui avaient déjà ensanglanté le pays en 2013. Des groupes armés qui tiennent le territoire. Nous avons un gouvernement sans police, sans gendarmerie et sans armée et qui ne tient pas compte des points de vue de ces gens-là. Dès lors, moi j'ai bien peur que ces personnes-là, je le répète, ont gardé leur capacité de nuisance intacte. Ces personnes-là n'ont nullement été désarmées, juste relocalisées pour certains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche de nous ramener en arrière? Sur les 11,1 millions de déplacés centrafricains recensés, 600 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement le Cameroun, le Tchad et la République démocratique du Congo. Au total, 20% de la population centrafricaine est déplacée ou réfugiée. Le nombre ne fait qu'augmenter face aux attaques incontrôlables des rebelles. Monsieur Nana. Monsieur Togbé. Mercredi 18 octobre, des anti-Balaka attaquent des musulmans à Pombolo, près de Bangassou, en réaction des Seleka et contre-attaque. Oui. Le résultat s'appelle l'horreur. Des dizaines de morts. Que se passe-t-il dans votre pays, la Centrafrique? Alors, je tiens d'abord à m'incliner
et puis également à rendre hommage aux compatriotes centrafricains qui sont tombés, hein, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Ce qui se passe en Centrafrique, ce n'est juste que le résultat de la politique qui est prônée par le président Touadéra. Nous savons tous que le président Touadéra, il a été élu par le peuple centrafricain. En 2016, février 2016. Voilà, en février 2016. C'est le chef suprême des armées, c'est le chef de l'État. Bon, chef suprême des armées, il n'a trouvé aucune armée à son élection. Il est vrai qu'il n'y a pas d'armée pour le moment en Centrafrique, mais les autorités centrafricaines, par leur volonté, ont demandé à ce que nous soyons assistés par les Nations Unies. Tout à fait. Alors, ça c'est un fait. Nous avons 12 000 casques bleus en Centrafrique. 12 500, pour être précis. Pour être précis. Oui. Ces casques bleus, il aurait fallu que le président de la République qui est élu impulse leur implication précise dans le retour à la paix en Centrafrique. Pour éviter effectivement des affrontements. Pour éviter qu'il y ait ces affrontements. Vous pensez que le président Touadéra a la compétence, des prérogatives pour commander, pour changer, moduler le mandat de la MINUSCA, la mission des Nations Unies, qui est stationnée dans votre pays? Moi, je pense que oui. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir. Il a été élu. Il n'a pas été nommé, comme c'est le cas... c'est le Conseil de sécurité qui définit le mandat d'une force internationale. Oui, mais Monsieur Togbé, le mandat de la MINUSCA, c'est un mandat robuste. D'accord. C'est un mandat robuste. Ils ont l'obligation de désarmer, de gré ou de force, tous les rebelles présents sur le territoire centrafricain. Ça, c'est clair. Bon, quitte maintenant à nos autorités de faire respecter ce mandat, mais si en face, il n'y a pas d'impulsion, ce n'est pas les casques bleus qui vont se sacrifier pour les Centrafricains. Pour vous, la situation de violence meurtrière qui sévit en ce moment dans votre pays est du fait du président Faustin Archange Touadéra. Honorable Cotro, comment expliquez-vous le regain de violence que connaît votre pays en ce moment depuis des semaines? La violence n'arrête pas, des dizaines de morts, nous l'avons dit. Guterres Antonio, le secrétaire général des Nations Unies, dit c'est dramatique ce qui se passe en Centrafrique. Comment l'expliquer? Comment vous l'expliquez? Très rapidement. Le problème qui se passe en Centrafrique, c'est difficile à expliquer cela. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que mon compatriote Nana l'a souligné que le président Touadéra a été élu pour ramener la paix. C'était justement l'espoir qui avait été suscité. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Du moment où le président Touadéra est arrivé, du moment où le président est arrivé où il n'y a pas d'armée, ce travail, c'est un travail qui avait été établi pendant la transition. Et que justement, le président Touadéra, s'il avait, à son arrivée, trouvé un minimum de socle ou un minimum de réintégration des forces armées centrafricaines dans le pays pour pouvoir accompagner ou appuyer les forces des Nations Unies et que rien ne se fait, on pourra comprendre. Néanmoins, pour en arriver là, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que veulent ces rebelles. Ces groupes armés, que veulent-ils? C'est la question principale. Qu'est-ce qu'ils revendiquent, effectivement? À mon humble avis, oui. D'après ma connaissance et d'après ce que je sais de la République centrafricaine, le président Noto Dia, à son époque, avait déjà signé un décret pour dissoudre la Séléka. Pour aujourd'hui, la Séléka n'existe plus. N'existe pas, à mon avis. Pour revendiquer quelque chose, il faudrait des actes juridiques. Ce qui suppose que eux, on ne peut pas en penser qu'ils peuvent revendiquer quelque chose. Aujourd'hui, on parle des groupes d'armées, des groupes d'armés qui sont fomentés de gauche à droite. On en parle de 14 ou 15 et qui occupent à peu près 80% du territoire national. Absolument, c'est-à-dire 12 provinces sur 16. Et justement, aujourd'hui pas des rebelles. Oui, et justement, ces groupes rebelles aujourd'hui, ils ont des logiques. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est logique. Peut-on imaginer? C'est vrai que justement, j'en veux en venir. D'existence juridique. Justement, puisqu'ils n'ont pas d'existence juridique et que maintenant ils sévissent des trucs, ils ont des logiques. La première logique, c'est quoi? C'est pour la prédation dont la seule logique est le pillage des ressources du pays pour des mosquées, pour des fins personnelles. Non, la deuxième logique, je vais en venir, c'est pour la scission du pays déjà réclamé par les ex-Séléka. Et la troisième logique, justement, c'est pour occuper le terrain, occuper massivement le terrain et venir en force pendant la négociation et réclamer justement l'amnistie.
Et donc, on ne peut pas, aujourd'hui, c'est la logique, moi, du tout au moins, c'est ce que moi je pense. Cette logique, puisqu'ils revendiquent rien, cette logique que vous décrivez, elle est commune aussi bien aux Seleka qu'aux anti-Balaka? Les anti-Balaka, par contre, oui, s'il vous plaît. Leur riposte est due à des résistances. Puisque les Seleka, ils étendent leurs influences, ils occupent le terrain dans leur pensée de la scission du pays, ils occupent le terrain. Maintenant, les anti-Balaka se disent non, notre territoire, notre terroir, notre région ne peut pas être dominée ou occupée par, soi-disant, les étrangers qui font partie des Seleka. Ils ripostent en guise de résistance. Et encore, les anti-Balaka, ils ripostent en contrepartie, profiter du DDR qui sont promis par le gouvernement. Oro, Ninji, Assim Césaire, à qui profite la situation actuelle très rapidement? Cette situation actuelle oui, ne profite à personne. D'accord. Nous n'avons que des pleurs. Nous n'avons que de la désolation que nous sommes en train de vivre dans notre beau pays. Qu'est-ce que attendent ces rebelles? Lorsque le président Touadéra avait été élu, ces groupes rebelles n'attendaient que une prise de position responsable du président Touadéra. Ils ont voulu adhérer au processus de DDRR. DDR, voilà. Désarmement, démobilisation Réinsertion. Et réinsertion. Absolument. Et le problème est rapatriement. Et entre autres, l'élection de Touadéra avait suscité de l'enthousiasme. Là, vous pensez comme M. Nana que c'est la faute au président Faustin Archange Touadéra? Absolument, je vais en venir. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant que Touadéra prenne le pouvoir, il y en avait qu'au moins 2 ou 3 groupes rebelles. Mais pourquoi aujourd'hui? Il faudrait aussi se poser cette question. Pourquoi aujourd'hui, ils se sont multipliés au nombre de 14 groupes armés et ils sont en train de commettre des exactions ça et là, mais par rapport à notre lecture politique, on sait en quoi le président Touadéra a suscité la naissance d'autres groupes rebelles. Expliquez-nous très rapidement. Très rapidement possible, je vais vous dire, Touadéra a été soutenu par la communauté économique, monétaire, la CEMAC. Oui, la CEMAC. Il avait été soutenu dans un processus, c'est-à-dire dans un sens pour réaliser ce programme de DDRR. Il avait reçu des subventions. Mais malheureusement, il n'a pas pu... Très limité. Voilà, malheureusement. Très limité. Justement. Il y a eu plus de promesses que de décaissements. Il faut le reconnaître aussi. Ah, bien sûr. D'accord. Mais il n'y a aucun geste qui n'a été fait. Ces groupes rebelles n'ont jamais été associés à un processus, même d'un dialogue ou bien d'un échange dans ce sens. Voilà le problème. Donc il aurait fallu créer un cadre de conseil, discuter avec eux plutôt que d'apporter, puisqu'on l'a vu, les derniers mois, on a créé la Cour pénale spéciale pour justement apporter une réponse à l'impunité. Il aurait fallu une démarche politique qui consiste à s'asseoir avec l'ensemble des groupes et discuter plutôt que de vouloir réprimer. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Et là, ça rejoint un peu ce que vous êtes en train d'annoncer, d'évoquer. Ça rejoint un peu la politique de la main tendue. Oui. Sauf erreur de ma part, que prône le président Touadéra. Et vous êtes contre? Cette politique de la main tendue, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Quand on a une force négative en face, il faudrait une force de même ampleur pour l'annuler. Ça, c'est une théorie qui marche partout. Non, attendez. Alors, quand vous dites partout... Oui, non, mais... Monsieur Nana, quand vous dites partout... Mais il y a dans tout pays normal, il y a une armée, il y a une police. On a vu l'archevêque de Bangui le déplorer dans l'élément qui est passé. Dans votre pays, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de police véritable, vous n'avez pas de gendarmerie. À quoi sert la MINUSCA en Centrafrique? Non, mais vous revenez toujours... Alors, oui, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'armée. Oui. La seule armée qui est présente sur le territoire centrafricain pour défendre le peuple centrafricain, c'est la MINUSCA. Oui. 12 500 hommes, on l'a dit. Ils sont plus campés à Bangassou, ils ne sont pas déployés sur l'ensemble du territoire national. Je vais juste terminer. Oui. Touadéra, il est arrivé au pouvoir avec un programme tout aussi robuste qu'est puissant. Son programme, c'est un programme fédérateur. Son discours, pendant sa prise de fonction, était un discours puissant. C'était un très bon discours. Absolument. C'était un très bon discours. Il aurait dû respecter ce cap-là. Et là, il a complètement dévié de ce cap. Il n'y a plus de cap. Vous avez été, M. Kotro, vous avez été député. Est-ce que le président Faustin Archange Touadéra a la possibilité de commander la MINUSCA, notamment de lui assigner des tâches de sécurisation et de pacification? À mon avis, votre question, la réponse est non. Le président Touadéra est élu d'un pays.
Les forces des Nations Unies, c'est une force qui est venue sur la demande des Centrafricains pendant la transition pour venir aider. Oui, Catherine Panza, pour venir aider la République centrafricaine pour stabiliser le pays. Oui. Par contre, il faudrait que nous ne fassions pas d'amalgame entre la mission de la MINUSCA. La mission de la MINUSCA, c'est une mission pour venir maintenir la paix et non une mission pour venir imposer la paix. C'est non, imposer la paix. Non, imposer la paix, c'est aller en affrontement avec les gens, aller en guerre avec les gens. Alors, la mission MINUSCA, c'est vous maintenir la paix, servir de force d'interposition pour empêcher les gens à venir s'entretuer entre eux. Donc, vous êtes dans l'illusion quand vous parlez de désarmement. Alors, malheureusement, je vais venir. Malheureusement, ces forces qui est censée de s'interposer entre les belligérants ne fait pas justement son travail. Ces forces aujourd'hui, ils sont en collaboration permanente avec les rebelles. Vous assumez ce que vous dites? Mais je l'assume et je le crie haut et fort à qui veut l'entendre. Ces forces, ils sont en collaboration permanente avec les leaders des rebelles, ils sont en communion avec les rebelles. Ils vont dans des mosquées ensemble. Mais comment? Mais nous n'avons pas entendu le président Faustin Archange Touadéra dénoncer ce fait à la tribune des Nations Unies en septembre dernier. Le président Archange Touadéra, je ne suis pas peut-être son porte-parole ou alors son conseiller en communication, mais j'ai lu, comme tout autre Centrafricain, son discours. Est-ce que le problème de Centrafrique a besoin d'être dénoncé vraiment? Qui est connu par tous. Est-ce que le président Touadéra a besoin de dénoncer ça aux Nations Unies pour que les gens puissent en savoir? C'est un pays qui a du mal à s'en sortir et que la solidarité des chefs d'État de l'Afrique centrale a permis au président Bongo de le faire. Mais néanmoins, je reconnais et s'il faut reprocher, je reproche au président Touadéra de manquer cette occasion. De n'avoir pas effectivement manquer cette occasion et de plaider à cette instance-là la situation plus que dramatique que traverse le peuple central. Il ne l'a pas fait, excusez-moi, il ne l'a pas fait, mais peut-être a-t-il fait quelque chose, peut-être y a-t-il quelques acquis à mettre à son compte depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.